Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup, Sonia. Alors, aujourd'hui, donc, je vais vous parler de Debussy. Et comme toujours, je vais essayer de parler assez lentement, de ne pas m'emporter, afin que tous les apprenants en français puissent nous suivre. Alors, c'est le 22 août 1862 que naît Achille Claude Debussy, alors que nous connaissons tout simplement sous le nom de Claude Debussy. Alors, il voit le jour sous le Second Empire dans une famille modeste qui vit à la campagne, à Saint-Germain-en-Laye, non loin de Paris. C'est à l'ouest de Paris, en fait. Alors, il est né dans une famille modeste qui comptera 5 enfants. Son père, Manuel Debussy, est un ancien militaire reconverti dans la faïence. Avec sa femme, Victorine, il vend poterie et céramique. Mais très vite, faute de rentabilité, ils ferment leur boutique et ils s'installent à Paris. Manuel Debussy va alors trouver un emploi de comptable, puis de représentant en ustensiles de ménage, et enfin d'employé d'imprimerie. Bref, la vie et les revenus financiers des Debussy sont assez instables, il faut bien l'avouer. Mais alors que Napoléon III, l'empereur, est sur le point d'entrer en guerre contre la Prusse, Monsieur Debussy décide que sa femme et ses enfants doivent quitter le nord de la France et ils vont s'installer chez sa sœur. Ainsi, le petit Claude, qui a 8 ans, va vivre à Cannes, en Provence, chez sa tante Clémentine Debussy, qui est en outre sa marraine. Mais alors que la guerre vient d'éclater, son père, Manuel Debussy, est licencié de son imprimerie en novembre 1870. Alors, heureusement, en tant qu'homme marié et que père de 4 enfants, il n'est pas mobilisable. Pour obtenir un salaire, il n'a donc pas d'autre alternative que d'accepter un poste au service des vivres de la mairie de Paris. Alors, fort heureusement pour le petit Claude, la vie dans la propriété de sa tante à Cannes se révèle être une opportunité extraordinaire. Clémentine est une femme aisée. Elle est mariée avec un riche banquier et collectionneur qui s'appelle Monsieur Achille Arosa. Alors, comme on peut le deviner, Arosa et Clémentine auront une importance déterminante dans la vie du petit Claude. Grâce à leur générosité, il s'échappe de son milieu familial étriqué et à 8 ans, il prend ses premières leçons de piano. Alors, un violoniste italien qui habite Cannes, Jean Ceruti, sera son premier professeur. Mais Ceruti est un homme peu brillant, il faut bien l'avouer. Il n'a d'ailleurs remarqué nul talent spécial chez son jeune élève. Clémentine décèle pourtant tout de suite des dispositions chez son neveu pour le piano. Alors pendant ce temps, les choses vont mal à Paris. En septembre 1870, la Troisième République est proclamée tandis que Paris est assiégé par les troupes prussiennes. Et c'est ainsi qu'éclate ce que l'on nomme la Commune de Paris. Alors c'est une sorte de révolution anarchiste qui remet en cause les résultats des élections, alors que l'Assemblée cherche à arrêter le combat contre la Prusse. Alors, de mars à mai 1871, la capitale française est plongée dans le chaos. Les communards prennent de nombreux otages et en fusillent beaucoup sommairement. C'est dans ce contexte que M. Debussy, le père de Claude, est promu capitaine
dans la garde nationale. Et il décide de prendre fait et cause pour la commune, c'est-à-dire pour les révolutionnaires. Alors, finalement, le mouvement anarchiste sera écrasé par le gouvernement, mais il aura tout de même fait 20 000 morts. Alors, le capitaine de Bussy est arrêté, il passe au conseil de guerre et il est condamné à 4 ans de prison pour avoir rejoint l'insurrection. Alors, Madame de Bussy, toujours à Cannes, décide alors de rentrer et de se rapprocher de son mari emprisonné. À 9 ans, Claude va donc désormais vivre à Paris. Alors, durant son incarcération, son père, Manuel, rencontre un autre prisonnier qui s'appelle Charles de Sivry. C'est un musicien autodidacte et un chef d'orchestre même. Alors, les deux prisonniers se lient d'amitié. Et c'est au cours de leur long séjour en prison que M. Debussy parle à Charles de Sivry de son fils Claude et de ses dons pour le piano. Alors il se trouve que Charles de Sivry n'est autre que le beau-frère du poète Paul Verlaine. De plus, la mère de Charles, Madame Mottet de Fleurville, est une pianiste confirmée. C'est d'ailleurs une ancienne élève de Chopin, c'est une amie de Wagner, avec qui elle partage une loge à l'Opéra de Paris. Alors, poussée par son fils Charles, la riche Madame Mottet va donc prendre Claude sous son aile. Elle constate tout de suite les talents de Claude et décide de le préparer à l'entrée au Conservatoire de Paris. Alors, il faut noter que jusqu'alors, Claude n'a fréquenté aucune école. C'est sa mère qui lui apprend à lire, à écrire et même à compter. Le 12 octobre 1872, à l'âge de 10 ans, après avoir suivi pendant 15 mois les leçons de piano de Madame Mottet, Claude réussit son examen d'entrée au conservatoire. Alors la concurrence était rude. Sur 157 candidats, seuls 33 sont retenus. Et c'est une époque heureuse, car son père est libéré pour bonne conduite après seulement une année passée derrière les barreaux en prison. Alors, dès son admission au conservatoire, Claude entre dans la classe de piano d'Antoine Marmontel. Alors, Marmontel est un pianiste confirmé, mais surtout un grand pédagogue, brillant et imaginatif. Il fut, entre autres, le professeur de Georges Bizet. Mais Claude est un enfant taciturne. Il aime rester seul à penser pendant de longs moments, sans parler à ceux qui l'entourent. De plus, il n'est pas ponctuel, ce qui lui vaut de nombreuses réprimandes de la part de sa mère. Pourtant, le professeur Marmontel ne s'y trompe pas et il écrira « Charmant enfant, véritable tempérament d'artiste, deviendra un musicien distingué, beaucoup d'avenir. » Alors à ses débuts, il faut bien dire que Claude a des difficultés en solfège. Pourtant, très vite, il va les combler. En 1874, à 12 ans, il se voit remettre une médaille pour sa 3e place au concours de solfège et il obtient un second accessit en piano après avoir interprété le concerto numéro 2 de Chopin. Le voilà donc sur les rails. Un critique de la revue L'Art musical écrira même « Ce jeune prodige de 12 ans est un virtuose de premier ordre dans l'avenir. » Éric Satie affirmera d'ailleurs plus tard que personne
à sa connaissance, n'a jamais mieux interprété Chopin que Debussy. Alors, ses parents avaient fièrement assisté à la remise officielle des prix. Son père, libre désormais, avait retrouvé un emploi de secrétaire dans une compagnie du rail spécialisée dans la fabrication de locomotives à vapeur. Toute la famille Debussy était donc heureuse. C'est à 13 ans que Debussy effectue sa première prestation en province, à Chauny, dans les Hauts-de-France. Son professeur, Marmontel, envoie le petit Claude comme accompagnateur au piano de Léontine Mondès, jeune et brillante soprano. Ainsi donc, le 16 janvier 1876, Claude joue du piano pour la première fois devant un public autre que celui du Conservatoire de Paris. Il joue entre autres un air de La Juive du compositeur d'opéra Fromental Halévy, qui n'est autre que l'ancien professeur et beau-père de Georges Bizet. La presse locale est enthousiaste. Je cite: Debussy porte un si grand courage dans un si petit corps. Quelle verve, quel entrain. À 14 ans désormais, Claude a acquis un esprit de compétition. Il obtient la première médaille de solfège du conservatoire en 1876. Mais il échoue au concours de piano avec l'Allegro 111 de Beethoven. Un critique d'art musical écrira alors: un morceau interprété très sévèrement par le jeune Debussy est absolument dénué de toute espèce de charme. Alors, par la suite, Debussy évitera Beethoven, qu'il n'apprécie guère d'ailleurs. Or, son professeur, Marmontel, est déçu. Il trouve que Claude ne s'est pas concentré, qu'il était dissipé. Les juges, Camille Saint-Saëns et Massenet, sont de son avis, et c'est donc sur un échec que se conclut ce concours pour Debussy. Gabriel Pierné, le fameux organiste, qui fut élève de Marmontel, de César Franck et de Massenet, est un camarade de classe de Claude au conservatoire. Alors, si l'on se fie à Pierné, il est clair que dès l'adolescence, Claude est un étudiant impulsif. Je cite Pierné dans ses mémoires: Debussy nous étonnait par son jeu bizarre. Maladresse naturelle ou timidité, je ne sais. Mais il fonçait littéralement sur le clavier et il forçait tous les effets. Il semblait pris de rage contre l'instrument, le brusquant avec des gestes impulsifs, soufflant bruyamment en exécutant des passages difficiles. Et en fait, à 14 ans, Claude, c'est vrai, jouait trop rapidement. On avait l'impression qu'il se lançait dans une course folle. Mais heureusement, bien vite, il va se calmer. Et toujours selon son camarade Pierné, sans explication, Claude était passé maître dans l'art de la douceur. Subitement, il obtenait au piano des effets onctueux, étonnants. Alors certains pensent que ce changement est dû à un choc, la perte de son jeune frère Eugène, décédé d'une méningite à l'âge de 4 ans. Difficile à dire, mais il est certain qu'un tournant se produit et qu'à partir de 15 ans, Claude calme ses ardeurs. Mais ce jeune adolescent reste entêté. Il a d'ailleurs des idées bien arrêtées quant aux cours qu'il suit. Il trouve ses cours d'harmonie sans aucun intérêt et n'attache pas d'importance à cette discipline. Voici
ce qu'il pense de ces cours d'harmonie. Je cite: l'étude de l'harmonie telle qu'on la pratique au conservatoire est bien la façon la plus solennellement ridicule d'assembler les sons. Elle a de plus le grave défaut d'unifier l'écriture à un tel point que tous les musiciens, à quelque exception près, harmonisent tous de la même manière. Alors Émile Durand, son professeur d'harmonie, n'en voudra pas trop à Claude, malgré son attitude très critique. Alors qu'il corrige les partitions de Claude, il s'exclame souvent: tout cela n'est pas très orthodoxe, mais bien ingénieux. En fait, selon les mots du futur compositeur Paul Vidal, lui aussi camarade de classe de Claude, les réalisations harmoniques de Debussy étaient élégantes, charmantes, mais nullement scolaires. En conséquence, les notes de Debussy en matière d'harmonie sont mauvaises. Son inventivité ne paie pas. Mais il s'entête et ses parents ne sont pas satisfaits. L'atmosphère familiale est assez tendue. Cependant, le professeur Marmontel continue à croire à son petit génie. Alors que Claude venait d'avoir 18 ans, il l'envoie au château de Chenonceau, chez la richissime Marguerite Wilson, femme du monde issue d'une famille de chimistes britanniques. Il recommande Claude comme pianiste pour compléter le petit orchestre de chambre du château. Debussy passe l'été à Chenonceau et il va subjuguer Madame Wilson par son talent, notamment par ses interprétations de Wagner. C'est aussi l'époque de ses premières compositions, petites pièces musicales pour piano sur des poèmes d'Alfred de Musset, qu'il aime chanter à ses camarades de classe au conservatoire. Hélas, ces compositions ne furent pas conservées. Alors après son été à Chenonceau, Claude entame sa 7e année au Conservatoire de Paris. Se sentant pousser des ailes, il décide de s'inscrire dans la classe du chef de chant de l'Opéra-Comique, Auguste Basile. Alors Basile est un intime de Charles Gounod et de Georges Bizet. Il fait les remarques suivantes sur son élève. Grande facilité, bon lecteur, très bon doigt, mais pourrait travailler davantage. Bon harmoniste, un peu fantaisiste, beaucoup d'initiative et de verve. Alors, parallèlement, les déboires de Claude continuent dans sa classe d'harmonie. Il est peu concentré et il commet trop d'erreurs. Le professeur Durand, fatigué, décide alors de rayer son nom de la liste de classe. Mais Marmontel est toujours là pour secourir son protégé. En effet, durant l'été 1880, Nadezhda von Meck, une richissime veuve russe d'une cinquantaine d'années, contacte le professeur Marmontel. De passage en France, cette grande voyageuse, amie de Franz Liszt, du pianiste Anton Rubinstein et de Tchaïkovski, a besoin d'un pianiste pour l'été. Et Marmontel va bien sûr recommander Claude. En juillet 1880, elle s'installe pour l'été à Interlaken dans les Alpes. Alors, Claude la rejoint donc en Suisse où elle séjourne avec ses 11 enfants. Alors en Suisse, elle joue avec lui du piano à 4 mains, mais elle n'est pas impressionnée par son jeu. Elle lui trouve toutefois de grandes qualités de déchiffreur de partitions. Alors la famille von Meck se lasse de la Suisse et continue, avec Claude, son long voyage estival. Elle va à Arcachon, puis à Nice,
à Gênes, à Naples et à Florence. À Venise, Debussy rencontre même Wagner. Alors c'est à Florence que Debussy fait ses premières compositions officielles, dont la danse bohémienne pour piano. Nadezhda von Meck est impressionnée et elle l'envoie à son ami Tchaïkovski, qui conclura: c'est une gentille petite chose, mais tellement courte, 2 minutes seulement, avec des thèmes qui n'aboutissent pas et une forme chiffonnée qui manque d'unité. Claude est déçu. Alors, durant ces quelques mois passés avec les von Meck, le jeune musicien s'attache à cette famille très aimante et c'est réciproque. Et le voilà qu'il tombe amoureux de Sonia, l'une des filles de la famille, et il va même faire une demande à Madame von Meck. Alors elle va refuser avec tact de donner la main de sa fille, et c'est en pleurant que Claude quitte l'Italie. Et Sonia, il rentre à Paris, le cœur brisé. Alors à son retour au conservatoire en 1880, il décide de s'inscrire dans une classe de composition. À 18 ans, c'est un tournant. Claude a gagné en maturité et désormais, il veut devenir compositeur et ne souhaite pas simplement être interprète. Il est donc dirigé vers la classe d'Ernest Guiraud, un compositeur français né à la Nouvelle-Orléans, qui sera entre autres le professeur d'Éric Satie. À la même époque, Claude suit les cours de César Franck, qui dirige la classe d'orgue au conservatoire. Mais élève indiscipliné, Claude quittera les cours de Franck au bout de quelques mois seulement. Alors à 18 ans, il a besoin d'argent. Parallèlement à ses classes, il commence à travailler comme professeur particulier et donne des cours de piano à des enfants de la bourgeoisie. Il obtient aussi un poste d'accompagnateur dans la classe de chant de Marie Moreau-Sinty, une fameuse soprano de l'époque. Ainsi, pendant 4 années, Claude va occuper ce poste tous les mardis et vendredis à 15 heures. Alors, les cours de Marie Moreau-Sinty sont principalement suivis par des femmes de la bourgeoisie parisienne. Et c'est là qu'à 19 ans, il va s'éprendre d'une femme de 32 ans, mariée et mère de 2 enfants. Il s'agit de Madame Marie Vanier, de 13 ans, son aînée. Alors Claude va se mettre à écrire pour Marie Vanier. Il compose par exemple des petites pièces vocales sur des poèmes de Théophile Gautier, Le Comte de Lille et Théodore de Banville. Il lui écrit: Madame Vanier, ces mélodies ne peuvent que vous appartenir, comme vous appartient leur auteur. Il était un peu poète, quand même. Alors, Marie, épouse d'un architecte et soprano amateur, va être très touchée par les intentions du jeune Debussy. Et il va s'en suivre une première relation amoureuse qui durera 8 années, par intermittence, il faut bien le dire. Marie va également jouer le rôle d'une mère dans la vie de Claude. C'est elle, par exemple, qui lui conseille le choix de ses vêtements et lui fait découvrir, avec son mari qui ne se doute de rien, bien sûr, la littérature. Alors l'amour de Claude pour Marie Vanier ne l'empêche pas de garder en mémoire Sonia, la fille de la richissime femme du monde russe, Madame von Meck. Alors Claude, qui est pauvre mais a une faiblesse pour le luxe, décide donc d'écrire à Madame von Meck afin de passer un séjour en Russie.
Madame von Meck va donc inviter Claude et lui payer son voyage à Moscou. Debussy découvre la Russie pour la première fois. Il a 19 ans, nous sommes en 1881, il est émerveillé. Alors il va y passer 2 mois, puis accompagne les von Meck à Vienne, Rome, Trieste, Venise et Florence. Alors pour cela, il voyage en train aux frais de Madame von Meck, bien sûr, dans des wagons salons de luxe. Claude gagne en maturité et en assurance. Exposé à un monde nouveau, il maîtrise désormais les mondanités. Alors en décembre 1881, il doit rentrer à Paris car il faut bien qu'il reprenne ses études. Cependant, il va passer plus de temps chez sa maîtresse, Madame Vanier, qu'au conservatoire. Sa réputation d'élève dilettante et indiscipliné se confirme. Ce camarade de classe trouve tout cela très chevaleresque et romantique après tout. Alors pour se faire pardonner de ses absences répétées au conservatoire, Debussy, fin diplomate, compose une ouverture pour piano intitulée Diane, qu'il va dédier à son professeur d'harmonie, Émile Durand. Alors il faut dire qu'il compose désormais avec une facilité déroutante et il gagne en assurance. Et le voilà qu'il se met à distribuer des cartes de visite avec son nom de espace Bussy, faisant usage d'une particule qu'il ne possède pas d'ailleurs. Alors en 1882, à 20 ans, Claude échoue aux éliminatoires du Prix de Rome. En 83, il termine second avec sa cantate Le Gladiateur. Finalement, l'année suivante, à 22 ans, il décroche enfin le premier prix avec une autre cantate intitulée L'enfant prodigue. Alors il se plie au style académique en vigueur, qui n'est pas vraiment le sien, et obtient une bourse d'études de 3 ans à la Villa Médicis de Rome. Il fait donc ses bagages et arrive à Rome en janvier 1885. Ce départ marque le début de la fin de sa relation avec Madame Vanier. Mais ce qui aurait dû être une exaltation se transforme hélas en exil. Malgré des rencontres avec le vieux Liszt et même Verdi, Debussy vit mal ses années italiennes. Il compose très peu, 4 petites pièces vocales en tout. Alors, comme le veut la tradition, il les envoie au Conservatoire de Paris, mais elles sont jugées bizarres, incompréhensibles et impossibles à exécuter. Il est clair que son style avant-gardiste déroute. Pour ses contemporains, il est totalement inclassable. Alors après 2 ans passés à Rome, Debussy décide de rentrer à Paris et de quitter le conservatoire. Il n'en peut plus du conservatisme ambiant qui l'entoure. Il pose ses valises au quartier Saint-Lazare et commence à mener une vie de bohème. Il vit pauvrement dans une mansarde. Alors il fréquente le milieu artistique et se lie d'amitié avec les poètes Mallarmé, Paul Verlaine, Pierre Louys et Camille Claudel aussi, Toulouse-Lautrec, Éric Satie bien sûr. Mais il est encore inconnu du public et il vit d'expédients, cours de piano, copies de partitions. Il faut bien qu'il gagne sa vie. Et c'est à cette époque qu'il rencontre Gabrielle Dupont, qu'il surnomme Gabi aux yeux verts. Ils vont vivre ensemble près de 10 ans. Alors, Gabi et Claude sont 2 êtres diamétralement opposés. C'est une femme
pragmatique, pleine de vie, alors que lui est abstrait et assez renfermé. Elle se sépare plusieurs fois de Claude, mais à chaque fois, il revient et de nouvelles disputes jalonnent ses allers-retours. En fait, ils sont unis par un amour charnel qui ne s'interrompt pas même aux moments les plus sombres de leur relation. Alors pendant presque 10 ans, Gaby sera source d'inspiration pour lui. Ainsi, son fameux prélude à l'après-midi d'un faune, qu'il écrira bien plus tard, lui sera inspiré par l'un de ses nombreux pique-niques qu'il fait avec elle. De cet amour idéalisé, il va tirer son souffle créatif et le meilleur de son œuvre musicale. Cet artiste qui doute de son destin trouve en Gabriel un refuge, une muse qui le rassure. Alors en 88 et 89, Debussy se rend à Bayreuth, mais son admiration initiale pour Wagner, qu'il adorait tant quand il était enfant, s'estompe. Désormais, l'aspect martial et émotionnel de Wagner déplaît à Claude. Pour tout dire, Debussy, l'homme de la légèreté et de la délicatesse, trouve Wagner bien trop lourd et son influence préjudiciable, écrit-il, à la musique européenne. En 1889, Debussy assiste à l'exposition universelle de Paris. Il développe une fascination pour la musique exotique, notamment vietnamienne et indonésienne. Alors bien loin de l'académisme traditionnel français, il est séduit et influencé par ces cadences et couleurs asiatiques. Parlant de ce nouvel horizon musical qu'il vient de découvrir, il écrit: J'entends le rythme éternel de la mer, le vent dans les feuilles et mille petits bruits que ces musiciens écoutent avec soin, sans jamais regarder dans d'arbitraires traités académiques. Alors à cette époque, il se passionne aussi pour la musique russe. Il admire particulièrement Moussorski, et de plus, il rencontre lors de l'exposition universelle de 89 Rimsky-Korsakov et Glazunov. Alors parallèlement, il s'intéresse à la musique hongroise traditionnelle et tzigane. Alors il faut bien le dire, Debussy va faire peu de différence entre la peinture, la poésie et la musique. Il déclare: Je peins avec des notes et je conçois une partition musicale comme on conçoit un tableau. Et d'ailleurs, il utilisera beaucoup de vocabulaire de peinture pour intituler ses œuvres, par exemple estampes et images. Il parle maintenant de couleurs sonores. De plus, comme le poète Verlaine, il exprime par de petites touches dans sa musique des impressions, des sensations. En 1890, Debussy compose la suite bergamasque pour piano. Son inspiration est indubitablement verlainienne. Le fameux Clair de lune, que tout le monde connaît, est inspiré d'un poème de Verlaine et il exemplifie l'attachement de Debussy au poète lorrain. Debussy le dit lui-même: L'esthétique de Verlaine, sa poésie si exceptionnellement musicale, correspond à ce que j'essaie de créer à travers ma musique. Alors, je vais vous lire ce petit poème de Verlaine, Clair de lune, qui est tiré d'une série qui s'appelle Les Fêtes galantes, afin de montrer l'importance du rythme et des images chez les deux artistes et les rapports entre la musique et la poésie. Alors, nous connaissons tous Clair de lune de Debussy, donc imaginez-vous l'entendre alors que je lis
le poème de Verlaine. Votre âme est un paysage choisi, que vont charmants masques et bergamasques, jouant du luth et dansant et quasi, tristes sous leur déguisement fantasque. Tout en chantant sur le mode mineur, l'amour vainqueur et la vie opportune, ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur, et leurs chansons se mêlent au clair de lune. Ô calme clair de lune, triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres, et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau, sveltes parmi les marbres. Alors, au cours de sa carrière, Debussy rend hommage à de nombreux poètes, pas seulement Verlaine. Alors, il crée des mélodies sur des poèmes de Baudelaire, de Pierre Louys ou de Mallarmé. La poésie ne l'empêche pas, entre-temps, d'avoir d'autres amours, notamment une aventure avec Thérèse Roger, une belle chanteuse d'opéra. Il va jusqu'à se fiancer avec elle pour des raisons financières, il faut bien l'avouer, car elle est riche et il rêve d'argent. Thérèse va vite rompre avec lui, d'autant qu'il continue à voir Gaby. Parallèlement, en 1893, Debussy se lie d'amitié avec Ernest Chausson, un jeune compositeur romantique français. Alors, Chausson est le fils d'un riche entrepreneur et souvent il dépanne financièrement Claude, qui hélas oubliera toujours de le rembourser. Chausson reçoit dans sa maison de campagne des célébrités telles que Duparc, Fauré, Rodin, Monet, Degas, Mallarmé. Il offre donc à Debussy la possibilité de rencontres exaltantes. Ceci dit, Chausson n'approuve pas la promiscuité et les infidélités amoureuses de Debussy, et sa relation avec Thérèse Roger crée des tensions entre les deux hommes. En 1894, Prélude à l'après-midi d'un faune est achevé après 2 ans de travail. La première est interprétée à Paris le 22 décembre par l'orchestre de la Société nationale de musique qui avait été fondée entre autres par Berlioz. Alors, Prélude est inspiré par un poème de Mallarmé composé de 110 alexandrins que Mallarmé avait écrit en 1876. Alors, dans la symphonie de Debussy, la flûte, au thème parfois orientaliste, va jouer un rôle fondamental. Alors, le succès de cette œuvre symphonique est immédiat. Son indépendance rythmique, cassant les codes classiques, va séduire le public. Debussy s'impose comme le compositeur impressionniste par excellence. Maurice Ravel déclare « Prélude est un miracle unique dans la musique ». Et bien plus tard, en 1912, les ballets russes de Václav Nijinsky créeront une chorégraphie sur Prélude qui va révolutionner la pratique de la danse et annoncera la naissance de la danse contemporaine. Alors Debussy a toujours bénéficié de la générosité de ses amis, nous en avons déjà parlé. Ainsi, en 1894, George Hartmann, l'éditeur de Prélude à l'après-midi d'un faune, verse la somme de 500 francs par mois afin de soutenir le jeune compositeur. Claude, qui aime le luxe, dépense son argent en antiquités et en œuvres d'art, plutôt que de préparer l'avenir. En 1899, le riche ami de Claude, le compositeur Chausson, meurt dans un accident à vélo. Alors il s'écrase bêtement contre un mur en briques, alors que ses freins lâchent dans une descente. Alors la carrière musicale de Chausson venait juste de commencer.
Alors cette mort tragique va affecter Claude, qui avait aimé Chausson comme un frère. Hélas, leur amitié s'était distendue à cause de dettes non remboursées, comme je l'ai dit auparavant, et la désapprobation morale de Chausson quant aux aventures amoureuses de Claude. La mort de Chausson reste donc pour Debussy comme une blessure, une sorte de poids sur sa conscience. Elle marque d'ailleurs la fin d'une aventure de 10 ans de Debussy avec sa maîtresse, la fameuse Gaby aux yeux verts. Désormais, Claude décide de se ranger. D'autant qu'il est de nouveau amoureux. Sa nouvelle conquête se nomme Rosalie Texier, qu'il appellera Lily. Alors, Rosalie Texier est une amie de Thérèse Roger, avec qui il avait eu une brève aventure. Rosalie est couturière et modèle. Il est fasciné par sa beauté et le teint de sa peau si blanche, comme il l'écrira. Et il va l'épouser en octobre 1899. Son ami, Éric Satie, est son témoin au mariage. Après un an de mariage, on donne à Paris la première de sa composition orchestrale, Les Nocturnes. Alors, Les Nocturnes, c'est une pièce en 3 mouvements, composée entre 1892 et 1899. Il va donc falloir 7 ans à Debussy pour composer Les Nocturnes. Alors, c'est le prince Poniatowski, écrivain et banquier, confident de Debussy, qui parraine, c'est-à-dire finance, Les Nocturnes. Poniatowski avait d'ailleurs l'ambition de faire jouer la première à New York. Mais ce projet ne voit pas le jour. Trop perfectionniste, Debussy ne cesse de réécrire les partitions. Un fait majeur cependant. Pour la première fois, les critiques utilisent l'expression d'impressionnisme musical et ils parlent désormais de poèmes orchestraux. Debussy imprime donc sa marque. Alors, parallèlement à la composition, il est également critique musical lui-même. En effet, il a besoin de diversifier la source de ses revenus afin d'assurer une certaine aisance à sa femme. Alors, durant la Belle Époque, il travaille donc pour une revue artistique et littéraire, la Revue Blanche. Il crée un personnage fictionnel, Monsieur Croche, et c'est à travers lui que Debussy va s'exprimer. Alors, Monsieur Croche fait des critiques acerbes à propos de compositeurs romantiques. Il n'aime ni Gluck, ni Berlioz, ni Saint-Saëns. Et Monsieur Croche déclare sa passion pour Bach, Rameau, Weber et Mussorgsky. En 1902, 10 ans après avoir commencé à composer Péléas et Mélisande, inspiré d'une pièce de l'écrivain symboliste belge le comte Maeterlinck, l'heure de la première est enfin arrivée. Alors la réputation de Debussy est considérable à l'époque. Il peut donc s'offrir une grande première à l'Opéra Comique le 30 avril 1902. Il choisit une soprano écossaise de 28 ans pour le rôle de Mélisande, la belle et talentueuse Mary Garden. Alors pour lui, elle a la grâce adolescente et cette sorte de pureté telle qu'elle est décrite dans ce triangle amoureux de Maeterlinck. Mais le comte Maeterlinck, en fait, souhaite imposer sa propre compagne, la soprano Georgette Leblanc. Debussy refuse car il met en doute les qualités vocales de Madame Leblanc. Alors furieux, le comte Maeterlinck va alors tenter de faire dérailler l'opéra. Il écrit une tribune dans le journal Le Figaro s'opposant au choix de Debussy. Je cite: Le Péléas en question est une œuvre qui m'est devenue
étrangère, presque ennemie, et dépouillée ainsi de tout contrôle sur mon œuvre, je suis réduit à souhaiter que sa chute soit prompte et soit retentissante. Mais il n'en est rien. Cet opéra en 5 actes attire les foules et de nombreuses critiques. Alors il est jugé insupportable par les tenants de l'académisme musical. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que désormais Debussy a conquis moultes admirateurs. Un vent neuf vient de souffler sur l'art lyrique français. Pour beaucoup, Debussy devient le maître d'un nouveau genre, l'impressionnisme musical. Alors de 1902 à 1904, Debussy passe ses étés dans le village natal de sa femme, dans le hameau de Villeneuve, en Bourgogne. C'est là d'ailleurs qu'il commence à composer La Mer. Alors il achève cette symphonie en 1905 lors d'un voyage à Eastbourne sur les côtes de la Manche dans le Sussex anglais. Alors il se dit inspiré par Monet et par l'artiste japonais de la période Edo, Hokusai. D'ailleurs, la couverture de l'édition originale de la partition de 1905 reproduit le célèbre tableau d'Hokusai, La Grande Vague. Alors, au fil du temps, La Mer va devenir l'œuvre symphonique de Debussy la plus jouée dans le monde. Elle est en fait une sorte de synthèse du compositeur. On y retrouve toutes ses influences, symbolisme, impressionnisme, japonisme. Il faut bien dire que le début du XXe siècle est une période très prolifique pour Debussy. En 1903, il se remet à écrire pour le piano, alors qu'il passe un été en Normandie chez son ami, le peintre Jacques-Émile Blanche, qui fera d'ailleurs un portrait célèbre de Debussy. Alors Claude compose Estampes en 3 parties. Alors il y a Pagode, Soirée dans Grenade et Jardin sous la pluie. Alors comme Debussy l'explique en septembre 1903 à son ami le chef d'orchestre Jacques Messager, avec Pagode et Soirée dans Grenade, je voyage vers l'Orient puis en Espagne. Quand on n'a pas d'argent pour voyager, on doit utiliser son imagination à la place. Quant à Jardin sous la pluie, Debussy trouve son inspiration dans, je cite, l'odeur du sol gorgé d'eau du jardin de Jacques-Émile Blanche, dans le bruit des gouttes de pluie sur les feuilles. Alors à la même époque, Debussy se lie d'amitié avec le jeune Igor Stravinsky, de 20 ans son cadet, et ils correspondront longuement, toute leur vie d'ailleurs, jusqu'à la mort de Debussy. Alors en 1904, 5 ans après avoir épousé Rosalie, Debussy a une affaire avec Emma Bardac, la mère d'un de ses élèves de piano. Alors Emma n'est autre que l'ancienne maîtresse de Gabriel Fauré et la femme d'un riche banquier parisien. Alors Debussy décide un jour de partir en vacances sur les côtes de la Manche avec sa maîtresse Emma. Alors, sa femme, Rosalie, a vent du séjour en amoureux de son mari. Elle tente de se suicider en se tirant une balle dans le ventre, place de la Concorde à Paris. Alors fort heureusement, elle survivra à ses blessures. Cependant, l'affaire crée un véritable scandale. La presse commence à parler de ses aventures et Debussy doit faire face au rejet de nombreux amis. De plus, il doit compter en la personne de Maurice Ravel, un rival maintenant qui obtient rapidement les faveurs du public. Et nous le verrons lors de notre prochaine rencontre, les deux hommes ne s'apprécient guère à cette époque.
Alors, afin d'échapper à la vindicte populaire, Debussy se réfugie à Londres avec sa maîtresse Emma. Et c'est alors qu'elle réalise qu'elle est enceinte. Problème. Les divorces respectifs des deux amants, Debussy avec sa femme Rosalie et Emma avec son mari banquier, sont en cours, mais ils n'ont pas encore abouti. Claude et Emma décident de rentrer à Paris, où va naître en octobre 1905 leur fille, Claude Emma. Il l'appellera Chouchou. À 43 ans, Debussy devient père pour la première et pour la dernière fois. Alors ce n'est que 3 ans plus tard, en janvier 1908, qu'il peut enfin épouser Emma, une fois les divorces finalisés. Alors Chouchou devient très vite une source d'inspiration pour Debussy. Il va dédier Children Corners, une suite de 6 mouvements de piano solo, ainsi que le ballet pour enfants, la boîte à bijoux, à sa petite Chouchou. Hélas, en 1910, l'année où meurt son père, Debussy est atteint d'un cancer du rectum. Il en souffrira plus de 10 ans. En novembre 1913, malgré la maladie, il accepte de se rendre en tournée à Saint-Pétersbourg. C'est un voyage éprouvant et il souffre en concert. Il pleure parfois de douleur pendant l'entracte. Toute la société mélomane russe lui rend hommage. Lors d'une soirée en son honneur, c'est Prokofiev qui se met au piano et joue des pièces du compositeur français qui en est fort ému. À Saint-Pétersbourg, il revoit aussi Sonia, son amour d'antan, la fille de Madame von Meck. Sonia est désormais devenue princesse Galitzine. Elle lui dit « Il me semble que nous avons bien changé. » Il répond « Oh non, madame, nous n'avons pas changé. C'est le temps qui a changé. Nous sommes restés les mêmes. » Finalement, il rentre à Paris, épuisé, après une tournée triomphale en Russie. Alors, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, en 1914, sa santé se dégrade encore. Alors, sa mère décède en 1915. Désormais, Debussy ne compose presque plus. Il va pourtant mettre ce qui lui reste de force dans une dernière création musicale qu'il intitule simplement Sonate pour violon et piano. Il la conçoit comme un hommage à Rameau et Couperin. Elle est jouée en 1917 pour la première fois à la salle Gaveau à Paris lors d'un concert donné au bénéfice des soldats aveugles de la Grande Guerre. Alors il avait l'intention de la présenter à New York avec le célèbre violoniste né à Philadelphie, Arthur Hartman. Mais il y renonce et il lui écrit « Je ne peux pas voyager, je suis un cadavre ambulant. » Cette sonate sera intéressante d'un point de vue documentaire de ce qu'un homme malade peut écrire durant une guerre. Debussy succombe à son cancer à quelques mois de l'armistice, le 25 mars 1918, dans sa demeure du bois de Boulogne. Mais les malheurs de son épouse Emma ne prennent pas fin. En 1919, à l'âge de 13 ans, et 1 an après la mort de son père, Chouchou meurt de la diphtérie. Emma se retrouve seule, perdue dans son chagrin et ses souvenirs. Elle mourra en 1934 et sera enterrée aux côtés de Debussy au cimetière de Passy. Alors, que dire pour conclure ?
Debussy, c'est bien sûr l'homme de la rupture et du renouveau de la musique française. Encore plus que ses prédécesseurs du mouvement romantique, Berlioz et Bizet, il s'éloigne de la forme académique. Ce créateur d'harmonies audacieuses et de rythmes complexes est pour sûr un non-conformiste. Mais les spécialistes s'accordent à dire que ce novateur ne perd jamais le sens de la perfection formelle et de l'unité. Il sait aussi s'inspirer de ses prédécesseurs. En matière d'orientalisme, par exemple, il suit les traces de Bizet, Massenet, Saint-Saëns, qui avaient introduit avant lui l'exotisme dans la musique française. Comme Baudelaire et Verlaine l'avaient fait en poésie, Debussy cherche à exprimer des sensations. Il est aérien, sensuel. Il nous invite au rêve. Les titres de ses œuvres sont toujours très évocateurs. Des pas sur la neige, La fille aux cheveux de lin, Ce qu'a vu le vent d'ouest, La cathédrale engloutie, Clair de lune, et j'en passe. Alors le philosophe allemand Nietzsche disait « Debussy, c'est une porte étroite, ouverte sur la vérité du monde ». Et c'est vrai qu'il est le compositeur de la nature et de la lumière par excellence. Il est l'impressionnisme mis en musique, terme qu'il réfute d'ailleurs. C'est un homme qui a bâti des ponts entre ses partitions, la poésie et la peinture. Et je ne pense pas exagérer en disant que grâce à son influence, la musique occidentale tout entière a connu un renouveau grandiose au XXe siècle. En quelque sorte, Debussy nous offre une musique pas seulement à entendre, mais aussi une musique à voir en rêve, les yeux fermés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Eric. Merci, merci à vous. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, absolument pas. Pas du tout, c'était passionnant, d'habitude. Merci, merci. C'est vrai que c'est un compositeur qui est surprenant et puis qui a vraiment marqué une rupture. Je crois que Debussy a ouvert de nombreuses portes. Enfin, comme je le dis toujours, hein, je ne suis pas un spécialiste moi-même, comme beaucoup d'entre vous, j'aime la musique, mais c'est vrai que quand on passe à Debussy, il y a soudainement quelque chose de nouveau, de neuf, c'est différent, les rythmes, la cadence, les images. Ouais. Merci beaucoup, c'était splendide. Merci, c'est très gentil. Mais je suis sûr et je sais qu'il y a parmi vous quelques musiciens, j'en vois d'ailleurs sur les images, qui pourraient peut-être nous donner leurs impressions sur Debussy. C'est un homme qui a mis, je crois, en valeur énormément la flûte traversière, par exemple. Donc ne soyez pas timide, prenez la parole. Il y a des musiciens parmi nous? Ah oui, je vois quelques musiciens amateurs, mais de grands talents. Oui. Tia, si vous voulez enlever votre unmute. Voilà, merci énormément. C'était vraiment un grand plaisir que de vous écouter. Et j'ai fait mes études en littérature et littérature comparée. Et je me demandais, puisque vous nous avez parlé des artistes visuels, des artistes musique, enfin de la musique, de la poésie et de l'art. Et je me demandais si vous avez aussi si vous pourriez adresser l'idée de la synesthésie, puisqu'il était en effet, comme plusieurs de ces poètes contemporains, synesthète.
Et je me demandais si vous pourriez nous expliquer un peu ce que vous entendez par ce mot. Donc, ce mot, bien entendu, où les sens, où les sens est un don, où les sens s'en mêlent dans une personne, dont Rimbaud est peut-être l'exemple le plus célèbre, mais c'est vraiment une idée fascinante. Oui, tout à fait. Alors, vous avez raison enfin, en parlant de la poésie, et merci de ramener le sujet. Rimbaud, oui, mais je dirais peut-être surtout, enfin en ce qui concerne Debussy, surtout Verlaine. Oui, Verlaine que Debussy adorait, qu'il avait rencontré grâce à Monsieur de Civry, hein, vous vous rappelez, cet homme qui avait été emprisonné avec son père. Et il aimait beaucoup aussi Baudelaire, qui avait bien sûr précédé Verlaine. Et en fait, il aimait beaucoup le mouvement qu'on appelle le mouvement des Parnassiens en voilà. poésie, Oui. qui a été suivi aussi après par le mouvement des symbolistes. Donc, je dirais pour résumer que Debussy, comme Verlaine ou Baudelaire, ne sont pas là pour exprimer la réalité telle qu'elle est vue. Ils sont là pour exprimer des sensations. Alors, je vous ai dit, il réfute le terme impressionniste, hein. Alors, c'est vrai qu'on dit que c'est le compositeur impressionniste et, qu'il le veuille ou non, il sera toujours qualifié de compositeur impressionniste parce qu'il écrit par petites touches et il évoque des images. Mais c'est la même chose avec la poésie, c'est la même chose avec Verlaine et avec Baudelaire. Avec des mots, ils ne décrivent pas la réalité brute et dure, comme par exemple aurait fait un Victor Hugo. Non, ce sont des impressions, des sensations. Et c'est ce qu'il a essayé de Éphémère. faire en musique. Voilà. Donc, chacun d'entre nous va ressentir d'une certaine manière quelque chose de différent. Et c'est pourquoi je vous ai lu le poème Clair de lune de Verlaine, parce qu'on oublie toujours que finalement Clair de lune avait été inspiré, enfin le Clair de lune de Debussy avait été inspiré par le Clair de lune de Verlaine, et qu'il avait essayé de le réécrire, si je puis dire, mais avec des notes. Et on voit très bien d'ailleurs, je parle de Debussy qui s'intéresse à la poésie, mais quand on parle de Verlaine, Verlaine, c'est le roi du rythme en poésie. Oui, On rythme. dit toujours que Oui, quand on oui, lit les poésies de Verlaine, c'est lui qui a atteint le summum de ce qu'on appelle des poèmes musicaux, c'est-à-dire qu'on les lit, on les parle, mais on entend une sorte de musique, tellement le rythme est parfait. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre oui, question, tout à mais fait. Et vous avez dit en plus que justement, Debussy dit que je peins en notes. N'est-ce voilà, pas c'est vrai? beau, Alors voilà, oui, 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 oui. c'est très Oui, beau. et il y a des personnes qui sont particulièrement, disons, douées, oui, de la synesthésie, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui voient les choses plus que nous, les voyons, disons, mais ont un sens encore beaucoup plus raffiné. Et ça, je ne peux pas prétendre l'avoir du tout, mais c'est quand Moi même non plus. intéressant. Et nous savons que Baudelaire avait ce don, Baudelaire, oui, on pourrait le dire, mais surtout Oui, Rimbaud avait ce don très spécial. Mais oui. c'est fascinant, je vous remercie beaucoup. Mais c'était un grand plaisir. Et d'ailleurs, enfin, pas pour faire de la publicité, mais je parlerai de Rimbaud dans quelques semaines à l'Atheneum de Ah, Philadelphie, puisque j'ai fait un cycle sur la poésie où j'ai voilà. parlé de Victor Hugo, Baudelaire, Verlaine, Oui, et Rimbaud va suivre donc dans quelques c'est semaines. bien Donc d'apprendre. si Oui, ça vous intéresse, oh, oui. absolument, Ouais. absolument. J'ai une de mes étudiantes qui fait partie de l'Alliance, qui nous a annoncé que vous alliez nous parler. Alors voilà, merci beaucoup. Voilà, mais c'est très gentil. Merci. Merci. Merci à vous. Je vous en prie. Merci. Alors, il y a des commentaires dans le chat. Tout le monde vous remercie encore. C'est Euh, moi, c'est moi.
on a nos fidèles et on espère vous voir le mois prochain, donc le 28 septembre. C'est un mardi, c'est à 6 heures. Et cette fois-ci, on mettra la lumière sur Maurice Ravel. Ah oui, alors un autre compositeur très, très intéressant. Tout à fait, tout à fait. Bien, merci en tout cas à toutes et à tous. C'est toujours un grand plaisir et merci de votre attention. C'est très gentil de votre part et merci bien sûr à l'Alliance car sans l'Alliance, nous ne saurons rien. Hein. Merci beaucoup, Eric. Je vous en prie, Sonia. Merci. À bientôt. Passez une bonne soirée, tout le monde. Et Prochaine, j'espère. À vous aussi. Merci. On va tous écouter de la musique et lire des poèmes ce soir. Oui. Oui. Merci. Grâce à vous, Eric. Hein. J'ai procuré Carmen le mois dernier. C'était Oui. un plaisir. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci tout le monde. Merci. Je vous en prie.